Bonsoir, merci de nous rejoindre pour ce troisième débat des législatives dans les Yvelines sur TV Fil 78. Aujourd'hui, ce sont les candidats de la troisième circonscription qui vont revenir sur quelques points de leur programme pour vous aider à trancher lors du premier tour de scrutin le dimanche 11 juin. La troisième circonscription qui couvre notamment le Chesnay, Chavenay, les Clés-sous-Bois ou encore, et pas seulement, la Selle-Saint-Cloud. Vous allez voir la liste complète des candidats. 14, ils sont 14 à se présenter. Tous n'ont pas souhaité participer. Néanmoins, pour des raisons techniques, nous avons dû structurer cette émission autour de deux grandes parties. Chacun des candidats sera chronométré dans ses réponses pour assurer au mieux l'égalité entre chacun. Pour débuter, j'accueille Philippe Briot, candidat Les Républicains. Bonjour à vous. Bonjour. Face à vous, Nicolas Hu, bonjour, candidat du Parti Socialiste. Stéphanie de Gonneville, bonjour, vous êtes candidat du Front National. Également face à vous, Nicolas Tardy-Joubert, bonjour, vous êtes candidat d'hiver droite dans la troisième circonscription, soutenu par le Parti chrétien-démocrate. À vos côtés, Marie Durand-Smet, candidate diverse, c'est comme ça que la préfecture a retenu votre appellation. Exact. C'est le Parti du vote blanc, néanmoins. Avec le soutien du Parti du vote blanc et de think tank Libre Acteur. Pour préciser votre candidature. Et puis Tarek Skayem également, bonsoir à vous. Vous êtes directeur de campagne d'Alexandre Langlois, c'est le candidat de la France Insoumise dans cette troisième circonscription qui n'a pas pu être présent. On va faire un premier tour de table avec, vous en avez maintenant l'habitude depuis le début de ces débats, un premier tour de table et cette question simple, pourquoi les électeurs doivent vous faire confiance pour ce scrutin? Pourquoi voter pour vous en quelques instants? Voter pour Philippe Briot, tout simplement parce que je suis un candidat d'expérience locale et qu'il est indispensable dans les jours et semaines qui viennent qu'au niveau national, on prenne des décisions qui soient conformes aux attentes locales, de proximité. Je crois que nous avons eu trop d'années bien éloignées de la proximité et avec des lois qui ne répondaient pas à l'attente des personnes. Je pense que rien que déjà pour cela, ça me paraît être une raison motivée. Et puis d'autre part, bien évidemment, pour représenter les partis que vous avez indiqués que je représente, une droite sociale, une droite de centre, et toutes ces raisons font que j'aurai effectivement une vocation à être le représentant d'un maximum d'habitants de cette circonscription. Nicolas Hu, c'est à vous pour le Parti Socialiste. Bonsoir. Eh bien moi, je vais vous donner trois raisons simples de voter pour moi: la clarté, la cohérence et la responsabilité. La clarté, parce que je pense qu'aujourd'hui on vit une période un peu troublée. Le nouveau président élu il y a quelques semaines a fait ses premières armes politiques sur les bancs de la gauche. Une fois à peine investi, celui-ci investi au sein des ministères un peu clés que sont le premier d'entre eux, le ministère du Budget, de l'Économie ou l'Éducation nationale par exemple, investit des hommes de droite. Je pense qu'aujourd'hui, notre pays a besoin d'un peu plus de clarté que ça, et j'aspire à apporter, avec mes convictions de gauche, un peu plus de clarté que le président de la République ne veut bien en laisser en ce moment. La cohérence, parce que précisément, je suis un homme de gauche, un homme qui me présente sur mes valeurs et mes convictions de gauche. J'ai réussi sur la circonscription à rassembler l'ensemble des partis de gauche derrière ma candidature, hormis une force ici présente qui n'a pas souhaité forcément se regrouper, effectivement, voilà, je forcer se joindre le à Parti nous. Socialiste, Europe Écologie Les Verts ou le Parti communiste. Et l'idée pour moi est évidemment que la gauche n'est plus forte que lorsqu'elle est rassemblée et unie derrière un seul candidat. Donc c'est la cohérence. Et la responsabilité, parce que mon mandat, si je suis élu, je le placerai évidemment sur l'exigence, sur l'aspect constructif du devoir que nous avons envers nos concitoyens d'apporter le plus d'éclairage et le plus de projets forts dans leur direction, et responsabilité parce que nous devons aussi entamer les grandes mutations de demain, qu'elles soient écologiques, sociales et environnementales. Et je vous interromps, ne prenez pas trop d'avance pour avoir du temps pour vous exprimer sur les autres thématiques qui vont suivre. Stéphanie de Gonneville, c'est à vous. Pourquoi les électeurs devraient vous faire confiance? Alors d'abord parce que aux élections présidentielles, Marine Le Pen a rassemblé plus d'11 millions d'électeurs, que cela fait du Front National donc le premier parti de France, une fois encore, et donc c'est important d'être une véritable force d'opposition au pouvoir en place, qui effectivement aujourd'hui est un doux mélange de la droite et de la gauche. Donc cette véritable opposition est donc le principe même de la démocratie de notre pays. Ensuite, je vais rappeler évidemment les trois thèmes fondamentaux de la campagne présidentielle.
parce que, contrairement à ce qu'a dit M. Briot, je ne pense pas que les législatives soient des élections de proximité. Ce sont des élections qui doivent représenter au mieux la population. Et pour cela, il faut rappeler les 3 thèmes du débat présidentiel, c'est-à-dire le protectionnisme intelligent, la lutte contre l'insécurité, qui malheureusement, évidemment, est à l'ordre du jour, et la priorité nationale. On passe à Nicolas Tardy-Joubert, candidat d'Hiver Droite. Bonjour, donc moi je suis un homme d'entreprise expérimenté. J'ai travaillé en France et à l'étranger. Et j'ai été élu il y a à peu près 18 mois sur la liste de Valérie Pécresse avec l'étiquette du Parti chrétien-démocrate. Et je souhaite aujourd'hui m'engager davantage en politique. J'ai sollicité l'investiture des Républicains, l'investiture qui a été attribuée à Philippe Briot, et je souhaite renouveler l'offre politique à droite avec des gens qui sont issus de la société civile, qui ont aussi une légitimité politique parce ils ont déjà une première expérience, je connais beaucoup d'élus, et qui souhaitent pouvoir servir le pays. Mon objectif avec cette candidature, c'est vraiment de pouvoir voter des lois qui permettront de remettre le pays sur des rails. Il y a beaucoup de choses à faire et travailler également avec les maires de nos 13 communes. Nous avons 116 000 habitants et moi je ferai comme je l'ai fait en entreprise quand j'étais dans le secteur international, c'est-à-dire que je prends l'engagement de réunir 3 fois par an les maires de nos 13 communes pour écouter ce qu'ils ont à dire, quels sont les sujets qu'ils veulent voir porter et ce que peut faire le député pour influencer. S'il y a besoin d'aller voir le préfet, je serai là également. Donc c'est une présence de proximité pour faire en sorte que la population soit bien représentée à l'Assemblée nationale avec mon slogan de campagne qui est une France droite et honnête et fière de ce qu'elle est, fière de ce qu'elle transmet. Tarek Skayem, je rappelle que vous êtes représentant, directeur de campagne d'Alexandre Langlois pour la France Insoumise. Pourquoi voter pour votre candidat ? Tout d'abord, notre candidat Alexandre Langlois est un policier très engagé qui a su cerner qui a su trouver quelques propositions pour améliorer la sécurité. Il tient vraiment à ce que la sécurité soit un thème fort. Également, pour nous, il est essentiel de redonner un souffle nouveau, par exemple aux agriculteurs et aussi aux salariés, aux employés, leur redonner espoir. Et aussi, nous souhaitons axer notre campagne sur l'accessibilité pour les personnes handicapées. Et nous souhaitons surtout qu'il y ait un débat au sein de notre circonscription, que ça ne soit pas seulement, que ça soit ouvert et qu'il n'y ait pas d'a priori. Voilà. Marie Durand-Smet, pour terminer ce premier tour de table, c'est à vous. Oui, donc en fait, je l'ai inscrit sur mes affiches. En fait, je souhaite rassembler derrière ma candidature des gens qui en ont assez des dynasties politiques installées, qui en ont assez des comportements des députés traditionnels dans l'hémicycle, qui savent qu'il faut faire des réformes pour notre pays, qu'elles sont nécessaires, qui veulent donner une chance au nouveau président de la République. Pour autant, ont des doutes sur certains points de son programme ou sur la sincérité de sa démarche, et qui savent que pour avoir un député, pour qu'il soit opérationnel, il faut qu'il ait déjà une expérience de la sphère publique, et qui sont conscients qu'il sera intéressant d'avoir dans cette nouvelle Assemblée nationale des gens qui seront constructifs, mais vigilent sur des points qui sont sensibles du programme et qui pourront alerter les citoyens quand il le faudra sur des dérives autoritaires ou autres qu'on peut deviner. Voilà. Et je pense que l'expérience locale que j'ai de conseillère municipale, j'ai été 8 ans conseillère municipale dans le conseil de M. Briot, dans l'opposition, mais une opposition constructive. Je pense qu'on peut faire la même chose à un autre niveau, au niveau national, et surtout pouvoir aussi exercer son mandat au niveau local. Le député ne doit pas négliger la partie locale.
La première thématique à présent de ce débat du premier tour dans la 3e circonscription, thématique qui a été retenue, c'est la réforme du droit du travail. C'est l'un des sujets prioritaires pour le nouveau président élu. Emmanuel Macron veut mener sa réforme au pas de charge. Objectif que tout soit bouclé pour le 20 septembre. Ce sont les rumeurs qui ont filtré en tout cas. On annonce parmi les différentes mesures le plafonnement des indemnités prud'homales en cas de licenciement abusif, une fusion des instances représentatives du personnel ou encore un accord de branche pour fixer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires. J'aimerais connaître vos opinions et puis aussi vos propositions dans ce domaine. Philippe Briot, vous avez un peu plus de retard, vous avez un petit peu en dessous de la minute du temps de parole alors que les autres ont tous dépassé la minute. On va commencer avec vous. Est-ce que vous faites partie de ceux, au sein des Républicains d'ailleurs, qui vont soutenir cette démarche d'Emmanuel Macron? Parce qu'il y en a. Alors comme j'ai du retard, très rapidement, comme cette émission a pour vocation de permettre aux électeurs de se faire une opinion sur chacun de nous. 2 petites remarques. Ma collègue par rapport au Front National qui dit que la proximité, c'est pas ça le débat, alors qu'elle parle de sécurité. Si la sécurité, c'est pas de la proximité, je ne sais pas comment ça s'appelle. Le deuxième point par rapport à Nicolas Tardy, c'est de dire qu'il irait voir tous les maires. Je lui indique quand même que tous les maires de la circonscription sont plutôt à mes côtés pour ce faire. Donc voilà, c'était juste pour dire qu'aujourd'hui, les maires... Ce qui n'empêche pas de pouvoir travailler bien si évidemment, tu n'étais pas élu et que je l'étais. Bien évidemment, mais je pense que c'est important de dire qu'il y a une bonne adhésion des maires déjà sur la façon dont je veux travailler. Sur la et vous avez rattrapé votre temps de parole, partons sur la réforme du temps de travail. Pour la réforme, c'est pour ça que je m'étais gardé un peu de ressources. Sur le travail, moi je suis favorable à tout ce que propose le président Macron, en tout cas sur ces éléments, ce qui montrerait d'ailleurs que le président Macron est plus à droite qu'à gauche. C'est quand même déjà rassurant pour nous, en tout cas, peut-être moins un peu pour les personnes de gauche, même si parmi ces candidats, il y a au moins 350 candidats anciens socialistes. Alors sur le travail, je crois que ce qui est important, c'est de donner de la liberté aux chefs d'entreprise pour favoriser l'emploi. Je pense que ce qui est proposé me convient très bien, que le système de l'ordonnance est constitutionnellement crédible puisque l'article 38 permet de le faire. C'est une délégation au gouvernement, mais qui doit être validée par le parlementaire. Donc que les électeurs soient rassurés. Philippe Briot votera ces ordonnances sur les 3 thèmes tels que vous venez de le dire. Simplification des représentants du personnel sur les 3 sujets, délégués du personnel, comité d'entreprise et les comités de sécurité des CHSCT. Et pour le reste, bien évidemment, de pouvoir encadrer les indemnités prud'homales. Il faut donner de la souplesse à l'économie pour redonner de l'emploi, pour redonner un peu d'allant à ce pays qui est en train de mourir. Voilà, donc je suis favorable. Nicolas Tardy-Jaubert, j'aimerais vous faire réagir peut-être sur ce qui a été dit et puis sur vos propositions autour de cette réforme du droit du travail. Est-ce qu'il faut réformer le droit du travail aussi? Oui, alors bien sûr, il faut réformer le droit du travail. Je pense que la première chose à dire, c'est que l'économie doit être au service de l'homme. Très clairement. Je vous demandais juste de ne pas toucher le micro et de ne pas l'enlever parce que Nicolas Hu va s'exprimer après, on ne va plus l'entendre. Donc l'économie doit être au service de l'homme. Il faut donc alléger évidemment le code du travail, mais l'objectif c'est de travailler mieux pour vivre mieux. Donc quant aux ordonnances, je pense que le Parlement doit légiférer. Donc moi, en étant au Parlement, je demanderai un débat complet parce que le dialogue social est une source d'apaisement et d'amélioration collective. Donc je dis non aux ordonnances. Ensuite, sur les différentes mesures, les accords de branche entreprise, il faut avoir des accords de branche et non pas d'accords d'entreprise parce que sinon, on isole le salarié face à son patron alors qu'il y a une certaine égalité au niveau de la branche. Sur le plafonnement des indemnités, chaque cas est particulier. Il n'y a pas à contraindre la négociation. Quant au référendum d'entreprise, je dis oui, mais à certaines conditions, et notamment, il faut qu'il y ait un quorum pour que ce soit représentatif au niveau de l'entreprise. Et enfin, sur la fusion des instances représentatives du personnel, dans le cadre d'une UES, d'une unité économique et sociale, oui, mais avec une remontée des seuils sociaux. Donc il y a des bonnes choses avec des oui, mais il y a des choses auxquelles je serai opposé. Tariq Skayem, j'imagine que cette libéralisation pour la France insoumise, vous n'y êtes pas favorable. Oui, parce que on est contre l'ubérisation de la société à excès. On veut que ce soit plus juste, parce que, par exemple, on peut prendre l'exemple des taxis. Les taxis ont une concurrence déloyale, par exemple, à cause du père. Et justement, ça a créé de l'emploi, mais ça a créé de la pauvreté en même temps. Donc, il faut de la flexibilité, mais il ne faut pas non plus que ça soit au détriment de l'employé ou du salarié. Et pour nous, ce qu'on compte faire dans cette circonscription, on souhaite redonner, favoriser les PME et donner envie aux sociétés
d'investir dans cette circonscription et on veut redynamiser la circonscription en favorisant l'écologie, par exemple, qui peut être un moteur de croissance. Nicolas Hu, pour continuer sur la vision de la gauche de ces réformes qui s'engagent. Pour moi, vous savez, quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a de la rage. Moi, ce que je pense précisément, c'est que le souci principal et majeur dans notre pays, c'est la question de l'emploi. Est-ce que c'est en réglant la question du Code du travail que l'on réglera la question de l'emploi en France? Je ne suis vraiment pas certain. Inverser pour moi la hiérarchie des normes telle que ça l'est proposé et telle que ça l'ait déjà été fait par l'ancien ministre Macron avec ses acolytes à l'époque, Madame El Khomri notamment, c'est précariser encore un peu plus les agents, les salariés, et c'est rendre vulnérables malheureusement les salariés de notre pays. Je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas ça qu'il faut que l'on faire quoi il faut qu'on tende, bien au contraire, tout comme la réforme, le plafonnement des indemnités prud'homales. Je pense que pour le coup, comme le disait M. Tardy-Joubert, chaque cas est différent et on ne peut pas forcément légiférer dans un seul sens et avec une seule somme qui serait la même pour tous, alors que les cas sont évidemment différents. Il y a un problème de méthode et un problème de fond. Le problème de méthode, c'est le recours aux ordonnances sans pouvoir en discuter à l'Assemblée nationale. Enfin, il me semble quand même que c'est le moyen idoine pour pouvoir justement débattre de ces lois qui sont fondamentales pour notre pays. Et c'est aussi un problème de fond parce que précisément, lorsque l'on est de gauche, M. Briot le rappelait, il semblerait qu'il y ait un petit peu moins de gauche aujourd'hui chez Emmanuel Macron qu'hier, mais lorsqu'on est de gauche, ce à quoi on doit s'astreindre, c'est avant tout à ce que nos concitoyens vivent mieux aujourd'hui qu'hier. Stéphanie Gonneville pour le Front National, et ensuite ce sera à vous. Oui, je dirais que ce n'est pas parce qu'on fait partie d'une force d'opposition qu'on va forcément tout jeter à la poubelle. Des initiatives pour réformer aujourd'hui les structures en place n'est pas une mauvaise chose. En revanche, je pense qu'effectivement, il faut essayer autant que faire se peut de maintenir le pouvoir d'achat de notre population, ce qui est aujourd'hui loin d'être le cas. Ce pouvoir d'achat s'effondre depuis au moins une quinzaine d'années d'une manière colossale et la précarisation augmente énormément. Donc là-dessus, je pense qu'il y a encore effectivement beaucoup de travail pour maintenir, je pense, le temps de travail à 35 heures, peut-être avoir une certaine souplesse vis-à-vis de nos entreprises et nos chefs d'entreprise et pouvoir l'augmenter par secteur d'activité avec des négociations, mais plus de 35 heures, travailler plus de 35 heures payées. Voilà, il faut être dans une certaine justice des choses, et puis différencier également les petites et moyennes entreprises et les grosses entreprises qui n'ont pas à souffrir des mêmes problématiques. Marie-Durance Mette, vous qui êtes un peu à l'écart des formations politiques avec votre candidature, quel regard vous portez sur les réformes qui s'engagent et sur ce qui a été un petit peu dit? Je crois à la lucidité du citoyen qui sait qu'il faut repenser notre modèle social, qu'il sait qu'il y a de nouvelles formes de travail à prendre en compte. Donc faire évoluer la législation. D'ailleurs, les Français ils sont favorables à 50% pour des vraies réformes de fond. 45% pensent qu'il faut des petits aménagements. Il y a 6% qui pensent qu'il faut le statu quo seulement. Donc ça veut dire que les Français sont plus lucides qu'on ne le pense et plus favorables à ces réformes. Dans les réformes qui sont proposées par le président de la République, il y a des bons éléments. J'irai dans son sens sur certaines des réformes, comme tout ce qui est réforme de la formation professionnelle, l'allègement des charges sociales et également tout ce qui est référendum d'entreprise. En revanche, je serai beaucoup plus vigilante sur tout ce qui est les prud'hommes, les licenciements abusifs. Là, il faut protéger les salariés et je serai très vigilante sur ces points-là. Voilà. On va voir dans un instant les temps de parole qui vont s'afficher. Vous êtes tous à peu près autour des 2 minutes 30, un peu plus de 3 minutes par contre pour Nicolas Hu. Voilà, on va voir les temps qui s'affichent. Voilà, vous parlez un tout petit peu plus que les autres ce soir. Tarek Eskayem qui a aussi un petit peu plus de retard. Néanmoins, la prochaine thématique, c'est la sécurité, à moins que vous vouliez encore vous évoquer la question de l'emploi. Oui, moi je voudrais juste brièvement dire que la baisse des charges sociales n'est pas la seule solution.
il faut sortir le financement du social et de la santé du salariat et de l'économie. Moi, je pense que la TVA sociale était une bonne chose. Les Allemands l'ont fait. Il faut y revenir et y penser. Je suis d'accord avec ce point-là. Je pense qu'il faudrait tester la TVA sociale de manière à ce qu'il y ait un transfert des charges des entreprises vers la consommation. Absolument. Et moi, si j'ai 30 secondes, je veux juste qu'on imagine aussi le monde de demain et qu'on imagine les mutations sociales et les mutations économiques, notamment dans le domaine du travail. Quand Mark Zuckerberg ou Bill Gates, de grands entrepreneurs, vantent des mérites que certains prenaient il y a encore quelques semaines à peine, et que là, on les regarde comme des très bonnes mesures, alors qu'elles n'avaient pas forcément rencontré un écho favorable il y a quelques temps. Je pense qu'il faut vraiment regarder les mutations de demain à l'aune de ces déclarations. On va parler de sécurité à présent. Ensuite, vous aurez votre carte blanche, le sujet sur lequel vous souhaitez vous exprimer et mettre en avant, le sujet que vous souhaitez mettre en avant dans cette campagne. Un mot de sécurité parce qu'à Manchester, vous le savez, il y a eu récemment un attentat, une nouvelle fois. Emmanuel Macron prévoit de son côté la création imminente d'une task force à l'Élysée, un dispositif de plus dans la lutte antiterrorisme. Et puis, il y a cet état d'urgence qui a été prolongé. On va commencer avec vous pour la France insoumise en matière de sécurité. Est-ce que ce qui se dessine, ce qui va se mettre en place, peut être un atout supplémentaire ou au contraire, est-ce que vous portez d'autres propositions ? Je pense que c'est une très bonne idée et de toute façon, peu importe si on est de droite ou de gauche, la question sécuritaire est essentielle parce qu'on ne peut plus vivre sereinement et je pense que pour qu'on puisse être protégé sereinement, il faut qu'il y ait un travail constructif à l'Assemblée et pas d'opposition stérile parce que c'est vraiment un débat très important pour la société. Et je pense que ce qu'il faut, c'est déjà augmenter l'arsenal juridique en donnant des peines plus en adéquation avec ces actes. Et si on souhaite créer je pense que le mieux, c'est de mettre en place des prisons séparées pour les détenus radicalisés, ne pas les mettre au contact d'autres détenus qui sont là pour des peines, par exemple pour des contraventions, non, pas des contraventions, pour des délits mineurs. Voilà. Et je pense que l'essentiel pour lutter contre le terrorisme est de lutter contre le communautarisme par le biais d'associations et bien sûr l'éducation. Je vous vois plutôt d'accord. Ah oui, absolument. Et ça, la montée du communautarisme n'est effectivement pas un très bon signe pour la sécurité et l'immigration massive, évidemment, non plus. Donc il semble important de lutter encore contre ces deux fléaux pour retrouver une certaine sérénité. Quelles sont les propositions que vous portez spécifiquement en matière de sécurité ? Déjà, les fichiers S, ça me paraît absolument inouï qu'ils restent encore sur notre territoire. Voilà, c'est déjà une première chose. Ensuite, fermer les mosquées extrémistes, ne pas attendre les incidents, surveiller les financements de pays comme le Qatar, comme les pays du Golfe. Ça, c'est aussi essentiel. Je crois que il y a 2 ou 3 jours, il y a une perquisition dans une radio parce que des mouvements de fond suspects ont interrogé nos policiers. Donc là, je crois qu'il faut absolument être extrêmement ferme sur cette question. Je me tourne vers vous parce qu'on me donne en même temps les indications de temps de parole et j'essaye de répartir au mieux entre vous. Marie Durand-Smet. Je partage ce qu'a dit Tarek en matière de sécurité. Aussi, ce que vous avez dit sur les mosquées extrémistes, je pense qu'effectivement, on ne doit plus tolérer ça. Et lutter contre tous les extrémismes et les communautarismes. En revanche, pour moi, quand je parle de sécurité, je vois d'autres thèmes, d'autres domaines qui sont la sécurité alimentaire et sanitaire, dont on ne parle pas beaucoup, la sécurité vis-à-vis des risques naturels, la sécurité au travail. Mais en revanche, pour tout ce qui est sécurité des personnes et des biens au sens du droit public, je partage ce qui a été dit. Philippe Briot.
Votre opinion sur ce qui met en place cette task force, par exemple? Écoutez, moi j'ai entendu le représentant de la France Insoumise pour dire la droite et la gauche est d'accord sur la sécurité. Oui, sur les objectifs, c'est-à-dire donner la garantie aux Français de vivre en toute tranquillité. Mais ça n'a pas été le cas avec les 5 ans que nous venons de vivre au niveau du socialisme. Enfin, excusez-moi, on a été avec des mesures de laxisme permanent, et aujourd'hui, c'est en augmentant la police, en augmentant les places de prison, que l'on va traiter le problème. C'est un petit peu comme la santé, c'est pas parce que vous avez des médicaments pour les symptômes que vous allez traiter la cause. C'est donc bien en amont qu'il faut prendre des décisions. Je pense qu'il faut légiférer pour donner des précisions sur les différentes forces de l'ordre qui existent, la gendarmerie, la police nationale, les CRPJ, les polices municipales. On voit bien qu'on est en train de transférer de plus en plus la sécurité aux élus locaux, les polices municipales, les armées ou autres. Donc je crois qu'il faut qu'on essaye peut-être d'avoir une loi qui soit beaucoup plus claire déjà sur ces points. Et puis les fiches S, comment peut-on avoir dans une commune un certain nombre de fiches S connues et de se dire on attend de voir qu'ils fassent une connerie pour à ce moment-là... non, il faut qu'on clarifie bien les choses sur les étrangers sur le sol qui ont fait l'objet de peine, qui sont, il faut faire du nettoyage, oui, sans réserve. Voilà. Et c'est valable aussi bien pour les Français qui peuvent aussi avoir des fiches. D'autres mesures, il y en a plein, mais du coup, ça va consommer mon temps. J'arrête. Voilà, et vous gardez du temps pour la carte blanche après. Nicolas Tardy-Joubert, c'est à vous. Vous avez plus de retard. Allez-y. Je crois qu'il faut rétablir l'autorité de l'État, c'est la première chose. On a vu ces 5 dernières années un laxisme judiciaire absolument effroyable. Quand même, Madame Taubira était la collègue au gouvernement de M. Emmanuel Macron. On ne l'a pas vu se désolidariser. Aujourd'hui, nous avons un déficit de places de prison. Il y a une surpopulation carcérale. Donc la première chose à faire, c'est aussi de créer des places de prison, d'abord pour que ces détenus puissent vivre dignement dans leur prison, si je puis dire, mais il faut surtout assurer la sécurité sur tous les territoires de la République. C'est-à-dire que ça commence, il faut prendre le mal à la racine. La chose auquel il faut penser, traiter, c'est éliminer les trafics de drogue, avoir une tolérance zéro, qu'il n'y ait plus de territoire perdu dans la République. C'est assurer l'exécution des peines. Ce pauvre Xavier Jugelet, qui a été tué sur les Champs-Élysées, l'a été par une personne qui aurait dû être en prison jusqu'en 2020. Bon, c'est pas très compliqué de chercher l'erreur. Donc il faut que les peines soient exécutées, qu'il y ait également une double peine, c'est-à-dire qu'à la fin de la peine, un étranger soit expulsé, comme c'est fait dans d'autres démocraties, je pense par exemple au Danemark. Et enfin, je pense qu'il y a un consensus sur le fait qu'il faut fermer les mosquées salafistes, celles qui sont liées à l'UOIF, parce que l'UOIF est considérée comme une organisation terroriste dans un certain nombre d'États, en Égypte, pays musulmans. Donc il y a un laxisme, il faut prendre les mesures adéquates, et je suis désolé, mais le gouvernement précédent n'a pas pris ces mesures, et donc nous nous retrouvons dans une situation où la France, nos concitoyens ne sont pas en sécurité. Marie Durand-Smith, je me retourne vers vous parce que vous avez un peu plus de retard si vous souhaitez vous exprimer encore sur la question de la sécurité. Ensuite, ce sera Nicolas. Je pense que le maître mot, c'est la prévention, que ce soit tout type de sécurité. Et il faut vraiment que le travail soit fait sur la prévention, parce qu'il est mieux de faire ça plutôt que les réparations coûtent beaucoup plus cher. Voilà. Donc le maître mot devrait être prévention. Nicolas. Merci de rebondir sur d'avancer la prévention qui va me permettre de rebondir aussi dessus, puisque je semble avoir été mise en cause là à travers l'étiquette que je représente. C'est pas semblé, c'est réel. Mais c'est pas vous personnellement. Non, mais évidemment. Mais je tiens quand même à souligner. Moi, je suis assez stupéfait de vos réactions. Nous avons tous un objectif qui est évidemment de faire en sorte que nos concitoyens puissent vivre dans l'harmonie et la bienveillance où qu'ils soient et où qu'ils se présentent. Par contre, je suis vraiment stupéfait par votre constat, puisque comme vous tentiez de le rappeler, la droite et la gauche, ce n'est pas la même chose. Lorsque François Hollande a pris les rênes du pays en 2012, c'était 12 000 policiers en moins, c'était une police de proximité qui n'existait plus, c'était des renseignements généraux, des services de renseignement généraux qui avaient totalement périclité. Moi, je suis complètement stupéfait aujourd'hui. Je suis complètement stupéfait aujourd'hui. Mais Monsieur Briot, vous allez me parler aussi de votre résultat à vous, en tant que conseiller départemental, puisque Madame Marie Durand nous parlait de la prévention, et moi je reviens sur la prévention spécialisée. Qui a mis à mal la prévention spécialisée? Vous
Monsieur Non, Briot, vous en connaissez tant que très bien conseiller mes votes. départemental. Vous connaissez très Le bien mes conseil votes. départemental Voilà. auquel vous appartenez a mis à mal la prévention spécialisée dans les Nicolas Si on Yvelines. peut me reconnaître Alors, quelque chose, c'est Nicolas le Hugues, je vous courage de mes interromps pour que vous opinions. puissiez garder du temps pour votre carte blanche. Philippe Briot, je vous laisse répondre. Et ensuite, je voudrais entendre à nouveau Stéphanie Gonville, si elle le souhaite, pour rattraper un peu le retard. Je réponds très rapidement. Le président Hollande, il a réussi à fracturer complètement la gauche et le Parti socialiste. Ils sont partis un côté Macron, un côté Hamon, un côté... Ça a complètement explosé. Vous me direz de notre côté aussi. Peut-être un peu moins au niveau de la solidarité pour les législatives. Mais en tout cas, à gauche, c'est vrai qu'on a du mal à y voir clair. Donc moi, aujourd'hui, je suis candidat pour essayer de voir clair, justement, sur LR, l'UDI et tous ceux qui ont adhéré à ces valeurs et ces projets. Je pense juste que, oui, le terrorisme a aussi augmenté en intensité ces dernières années, il faut être honnête, vous voyez. Bon. Stéphanie Gonville. Oui, enfin, ces quelques dernières mots aussi. années, on n'a pas fait grand-chose non plus pour lutter contre ce terrorisme. Je suis désolé, nous sommes, il me semble, encore en état d'urgence. Oui, mais c'est pas parce qu'on dit que certains les l'acceptent, mesures certains ne l'acceptent On a mieux existent. géré les morts que les vivants. En tout cas, nous sommes encore en état d'urgence. Malheureusement, monsieur, je pense qu'on ne peut pas rire de tout et on ne peut pas rire Mais je sur ne ce ris pas, sujet-là. je- On ne peut pas rire sur ce sujet-là comme vous semblez le faire. Pas du tout. Moi, je pense très simplement qu'à un moment donné, il faut aussi arrêter avec l'espèce de démagogie qui est là mise sur le, Parce qu'elle sur vous le- dérange. qui est mise là sur le plateau et que l'immigration n'est pas source de tout, madame. Je pense, Ah ben je non, pense, non, j'ai pas dit le contraire. Vous avez laissé entendre ça. Je pense aujourd'hui. J'ai laissé entendre qu'il fallait je pense lutter contre aujourd'hui une qu'il immigration faut- massive. Je pense aujourd'hui qu'il faut que vous regardiez Bah, c'est le une évidence. nombre de personnes issues d'origine autre que celle française Absolument. et Il les y a des- Français nous- d'origine qui des ont Français été de victimes, toute qui ont origine. été, Bien qui ont Mais été, monsieur, enfin, Et je vous interromps tous forcés les deux. de- Un mot peut-être pour la France Insoumise. Vous êtes un petit peu en retard dans le temps de parole. On va revoir à l'issue de votre intervention les chronomètres de chacun pour que vous puissiez un peu calibrer vos interventions sur la carte blanche que je vous avais demandé avant de passer ensuite déjà aux conclusions. Allez-y. Vous voulez... Surtout ce que vous avez un peu entendu jusqu'à Ah oui, présent. d'accord. Il y a, comment dire, par rapport au terrorisme, je pense que la droite et la gauche ont quand même une responsabilité des deux côtés, parce qu'on ne peut pas le nier, il y a eu des attentats, donc il y a des responsabilités des deux côtés, je pense. Et ce qu'il faut, c'est des commissions, je pense, des commissions parlementaires pour que ces drames ne se reproduisent pas. Par exemple, on ne peut pas admettre dans un État comme la France qu'un détenu se retrouve dans la nature alors qu'il devrait être en prison. Et ce qui me semble essentiel, c'est la coopération des services de police. Je pense que c'est la base pour une meilleure lutte contre le terrorisme. Voilà. On va voir donc les temps de parole. Pendant qu'ils s'affichent, je vais tout de suite vous passer la parole, Marie-Durand Smet, pour cette partie carte blanche. Le sujet que vous avez choisi de mettre en avant maintenant, on les voit, hein, ces temps de parole. Et on voit que Nicolas a eu un peu plus d'avance avec Philippe Briot. Voilà, également. Donc Marie-Durand Smet, on vous écoute. Après, ce sera Nicolas Tardy-Joubert également. Il ne vous étonnera pas que ma carte blanche porte sur la moralisation de la vie publique. En fait, ça fait 8 ans que je milite sur cet aspect-là. La vie politique. Oui, en fait, mon engagement au début, c'était... Voilà, on a commencé à militer là-dessus en créant politique. Voilà, déjà dans le nom, le nom en disait long. Et nous militions pour le non-cumul des mandats, la maîtrise de la longévité politique, également l'exemplarité des élus. Le premier qui met les mains dans le pot de confiture, inéligible à vie. Là aussi, on doit être plus strict. Voilà. Donc en fait, voilà, en ce moment, on parle de moralisation de la vie publique. Il ne suffit pas de le dire et de l'afficher. Encore faut-il l'incarner. Voilà. Et j'ai un peu des doutes, compte tenu des affaires en ce moment, sur certains profils. Voilà, donc c'est pour ça que je pense qu'il faut être... démissionner, par exemple, pour être très clair. Oui, enfin, je suis surprise quand même, alors qu'on affiche cette volonté de moralisation de la vie politique, que dès les premières semaines, on voit des affaires comme celle de M. Ferrand. Et puis aussi, dans les investitures qui ont été données, je suis surprise aussi de certains profils, de la probité de certains. Voilà. Et je vais rappeler que l'ensemble des candidats de cette circonscription, comme dans les autres circonscriptions, a été invité sur ce plateau, notamment la représentante de La République En Marche, qui n'était pas disponible pour participer au débat. Voilà, puisqu'elle n'est pas là pour notamment représenter le mouvement et vous répondre. Nicolas Tardy-Joubert, c'est à vous.
Alors je pense que ma carte blanche, je pense qu'il faut vraiment agir en faveur de la solidarité. Aujourd'hui, on a quasiment 6 millions de chômeurs en France, on a 9 millions de pauvres. Je voudrais juste rappeler qu'un pauvre, c'est quelqu'un qui vit avec 60% du revenu médian, ce qui fait à peu près 1 000 euros. Que nous avons 2,2 millions de gens très pauvres qui vivent avec moins de 600 euros et qu'un agriculteur sur 3, selon la source MSA, gagne moins de 350 euros par mois. Donc il y a vraiment des choses à faire. Ça va être multifactoriel bien évidemment, mais je pense qu'il faut mettre un plan en place pour lutter contre la pauvreté, pour permettre à nos concitoyens d'accéder à un travail, parce qu'à partir du moment où un travail, on déclenche la sortie de ce tunnel qui est très compliqué, à avoir un logement, pouvoir se soigner, etc. Donc première chose, je voudrais qu'on facilite et qu'on encourage la formation professionnelle tout au long de la vie, avec un apprentissage possible à tout âge. Voilà. Donc c'est une première chose qui permettrait d'avoir un retour à l'emploi. La deuxième chose, je pense qu'il faut faciliter l'accès au logement social. C'est-à-dire qu'il faut réduire les droits de mutation. Aujourd'hui, ils sont quasiment à 6% en France. Moi, j'ai travaillé en Suède, c'était à 2,5%, c'est à 2% en Autriche. Donc il faut faire en sorte que les gens puissent acheter plus facilement et puis réduire la TVA pour la première acquisition, pour le logement. Il faut aussi soutenir les services publics et les petits commerces en zone rurale et dans nos villages. C'est-à-dire que pour ça, pour qu'ils puissent vivre, il faut alléger les charges vers les TPE et les PME. Clairement, il y a des gens moi, que j'ai visités sur certaines communes qui me disent on n'arrive pas à vivre avec tout ce que l'on a à supporter. Et je pense que le travail doit payer plus que l'assistanat, et il faut faire en sorte. Ensuite, il faut former, si on veut avoir un axe de solidarité, ce qui me semble très fort, c'est pour les personnes handicapées, avoir un grand plan de formation, avoir des auxiliaires de vie, des aides à domicile et permettre aux gens de rester chez eux. Et enfin, si on veut vraiment lutter contre la pauvreté, il y a aussi une chose à faire qui me semble assez fondamentale, c'est-à-dire qu'il faut établir la correspondance entre les besoins sociaux dans un territoire et les offres de compétences et qu'on puisse déployer les politiques publiques pour établir le lien et pour permettre un retour à l'emploi, sachant que l'emploi, c'est ce qui permet de sortir de ce phénomène de pauvreté. N'hésitez pas à intervenir si vous le souhaitez, aussi réagir sur ce qui a été dit avant de passer ensuite à votre carte personnelle. Je suis assez d'accord avec ce que M. Tardy-Joubert a dit concernant l'emploi. Cela dit, aujourd'hui, on trouve des gens, une forte population dans un système de précarité alors qu'ils travaillent. Et donc l'emploi ne résout pas tout, puisqu'ils travaillent, mais sont dans des situations de précarité. C'est bien ce que j'ai dit, c'est-à-dire qu'effectivement, j'ai visité un marchand de scooters dans une de nos communes qui me disait « je travaille, mais je n'arrive pas à être à les charges ». Pourquoi ? Parce qu'il y a trop de normes et que j'ai trop de charges, donc il faut réduire les charges pour les TPE, PME, absolument. Mais c'est vrai que je vais rebondir sur ce que vous dites, parce que, et ce que vous dites, madame, également, puisque ma carte blanche sera plutôt sur l'aspect sociétal de notre société. Pour moi, une société qui va bien, c'est une société qui est bienveillante à l'égard de ceux qui sont plus fragiles, les anciens, les personnes âgées, les handicapés. Je pense qu'une société qui dénigre cette population, elle va mal. Et avec les propositions d'Emmanuel Macron d'une augmentation de la CSG, qui va en pâtir le plus ? Ce sont nos retraités. Donc attention, voilà, attention. Je pense qu'il faut regarder cette société avec les plus fragiles en les considérant. Tariq Skayem, je passe à vous. Si vous souhaitez réagir d'une part et ensuite passer à votre carte blanche, vous avez un peu plus d'1 minute 30, voire 2 minutes pour qu'on puisse équilibrer un peu plus les temps de parole. Je suis tout à fait d'accord avec votre analyse sur la solidarité. Je pense que c'est un axe majeur parce qu'on voit la pauvreté et les difficultés de beaucoup de gens. Et il faut vraiment agir pour eux parce qu'on voit la souffrance et c'est pas vivable. Je trouve que c'est pas viable pour notre société. Et moi, je voudrais surtout parler des handicapés et des aidants et aussi des personnes âgées. J'estime que les personnes âgées on doit agir pour eux parce que je pense que les gouvernements précédents n'ont pas fait assez pour rendre leur retraite plus décente. Et aussi, il est important pour que les personnes handicapées puissent vivre sereinement, que les aidants soient en meilleure et de meilleures conditions de travail. Soient reconnus. Soient reconnus surtout, et voilà. Philippe Briot, c'est à vous.
Cette carte blanche. Moi, c'est une carte bleu-blanc-rouge. Je pense qu'il faut redonner des couleurs à notre pays. Il faut redonner des couleurs aux Français. Et pour ce faire, d'abord, il faut qu'on arrête d'opposer les riches et les pauvres. Autant sur la pauvreté, il faut s'en occuper. Vous savez, le dicton asiatique qui est « quand le riche maigrit, le pauvre meurt ». Je pense qu'on a besoin d'argent pour l'économie, on a besoin de capital pour faire du social. Moi, je suis pour que la fiscalité ne soit pas une fiscalité privative, mais une fiscalité incitative. Le logement social ne réglera pas tout le problème. Il faut participer avec des avantages fiscaux sur des logements pour tout le monde. Voilà, donc fiscalité, l'aide d'ordonnance pour l'économie, et puis redonner, effectivement, vous l'avez dit toutes et tous, je crois, sur l'enseignement, sur revenir aux fondamentaux, sur le respect de l'ordre ou autre. Tout ça, c'est pas très compliqué. Il faut prendre des mesures simples, immédiates, et que l'on puisse voir les choses avant la fin de cette année. Voilà, moi, dans quel esprit je serai si je suis élu dans quelques jours. Nicolas Huss, c'est à vous. Je vais vous demander de faire concis pour qu'on puisse passer aux conclusions. Je vais essayer de faire concis. J'aurais aimé développer un petit peu plus un des points que je présente sur un des 5 piliers qui sont pour moi l'urgence économique sociale. Vous aurez un temps de conclusion aussi après, donc allez-y sur la carte blanche. Mais sur la carte blanche, moi je voudrais qu'on ait un point d'alerte intérieur, un point d'alerte extérieur, un point d'alerte au vu de l'actualité avec le retrait des États-Unis des accords de Paris en termes environnementaux. Je pense que c'est un coin enfoncé par le président américain et que les Européens auront là toute l'attitude, et ça doit être un aspect qui, j'espère, va reconsolider l'Europe et en tout cas l'axe franco-allemand pour porter au mieux ces aspirations d'une mutation écologique et environnementale que nous devons laisser à nos enfants dans un état, et en tout cas la Terre, que nous devons laisser dans un état vivable pour eux, pour les générations à venir. Le deuxième point, vite fait, c'est évidemment la question de la moralisation de la vie publique. On croyait qu'on avait tout vu pendant les élections présidentielles avec l'affaire Fillon. Malheureusement, le président de la République, nouvellement élu, en avait fait son axe de campagne. On voit qu'en 15 jours, tout a été réduit à néant. Je vous arrête, et pour le coup, arrête véritablement parce que vous allez vraiment dépasser beaucoup trop le temps de parole. Nos citoyens, là, vont avoir quand même leur mot à dire sur ce sujet-là lors des des élections prochaines. Et je vous arrête vraiment, on va vous couper votre micro si vous ne m'écoutez pas. On passe aux conclusions de chacun et de chacune. Marie-Durand Smet, vous débutez, vous avez une bonne minute pour conclure si vous le souhaitez, bien évidemment. Et ensuite, ce sera... Merci de l'attention qui m'est portée. Ma candidature est mûrement réfléchie, adossée à des hommes et des femmes qui savent ce qu'est un mandat électif. C'est un temps de vie que je consacrerai au collectif, vecteur des attentes et vigie des engagements qui sont pris, avec aussi la volonté d'associer les citoyens. C'est ce que propose le Parti du vote blanc, au-delà de faire reconnaître le vote blanc comme une exigence démocratique, utiliser des outils qui nous permettent aujourd'hui de faire participer le citoyen aux décisions qui seront prises, et je m'y engage. Voilà. On passe à la France insoumise. Vous aussi, si vous le souhaitez, vous avez une bonne minute de conclusion. Alors, nous souhaitons, à travers notre candidat, défendre le bien commun et les intérêts des citoyens avant tout. Nous souhaitons surtout faire un mandat, et l'essentiel pour nous est d'agir et d'apporter quelque chose à la circonscription. On n'est pas omnibulé par exemple par les postes et tout ça. On souhaite agir parce qu'on estime que pour nous la politique ne doit pas se professionnaliser. Elle doit permettre à tout le monde de pouvoir dire ce qu'il a à dire et puis de participer à la vie de la société. Nicolas Tardy-Joubert, c'est à vous. Alors, trentaine de secondes, néanmoins, ce sera un peu plus court. Je suis un nouvel élu régional et rien ne m'oblige à laisser mon mandat, puisque je ne suis pas dans l'exécutif. Mais je n'envisage pas d'être député à mi-temps. Donc je vais être un député à plein temps, pour travailler en commission, pour être présent dans l'hémicycle, pour être au contact de mes concitoyens. Et donc je laisserai mon mandat de manière à pouvoir me consacrer complètement au redressement de la France en étant à l'Assemblée nationale. Je veux une France qui soit humaine, sociale, qui servent le bien commun, qui défendent aussi les droits des plus faibles et les droits de l'enfant, et qui rayonnent sur le plan international. Stéphanie Gonneville pour le Front National, si vous pouviez conclure en un peu moins d'une minute. Franchement, être une véritable opposition, oui, mais patriote et bienveillante. Je crois qu'effectivement, je ne vais pas contredire ce que mes prédécesseurs ont dit, parce que c'est
tout ça est très juste et très vrai. J'adhère complètement. Voilà, il faut de l'action maintenant. Il faut de véritables mesures pour la sécurité, pour pouvoir grandir et évoluer, et rayonner et être un beau pays. Voilà. Nicolas Hue, c'est votre conclusion. Je souris parce que vous allez m'en vouloir. Si en une vingtaine de secondes maximum, vous pouviez conclure. Eh bien, moi, j'invite mes concitoyens à voter pour moi et pour la gauche d'avenir et pour les partis que je représente à gauche, pour répondre à l'urgence économique et sociale, pour garantir les services publics sur tout notre territoire, pour renouveler notre démocratie, pour envisager les mutations écologiques et environnementales à venir, et évidemment pour rendre l'Europe au service des peuples. Philippe Briot, c'est à vous pour cette conclusion. Moi, je dis aux électeurs, vous avez quelques jours pour faire un choix pour le 11 juin. Réveillez-vous, sortez de vos anesthésies, votez pour des gens qui connaissent les sujets, qui iront vite et qui accompagneront un président qui a la volonté de faire bouger le pays, ce qui ne veut pas dire pour autant tout accepter. Un Parlement qui a un contre-pouvoir, c'est essentiel. Vous pouvez être sûr que c'est dans ce sens-là que j'agirai. Merci à tous les 6 d'avoir participé à cette première partie de débat sur cette 3e circonscription des Yvelines. Cette édition spéciale du 7-8 politique débat va se poursuivre. Si on peut juste revoir les temps de parole avant de passer au second plateau. Voilà, sans surprise, certains ont un petit peu plus d'avance que d'autres. On a essayé au mieux, vous l'avez vu, d'équilibrer. Et je rappelle, les règles du CSA, ce sont les règles de l'équité qui s'appliquent tout au long de cette campagne. Donc il y a aussi les autres émissions pour équilibrer au mieux tout ça. Voilà, et tout le monde semble plutôt d'accord. Merci à vous. Le débat se poursuit juste après ce reportage signé Nicolas Kyrilovitz qui revient sur les enjeux de la circonscription. Henri Guénaud écarté par les Républicains, 14 candidats espèrent devenir députés de la 3e circonscription des Yvelines. C'est 5 de moins qu'en 2012. À l'époque, l'ancien conseiller de Nicolas Sarkozy l'avait remporté face à la candidate socialiste Fabienne Guelgon-Bilbao, avec près de 62% des suffrages exprimés. Critiqué pour son manque d'investissement sur le terrain, Henri Guénaud n'a pas été investi une nouvelle fois par son parti. Le maire du Chénet, Philippe Briot, lui a reçu le soutien des ténors locaux LR. Candidat pour la 6e fois d'affilée, cet ancien médecin fait figure de favori pour l'élection. Sur un territoire acquis à la droite depuis plusieurs décennies, il souhaite notamment faire une campagne pour une fiscalité incitative et sur un meilleur accès au logement. Et après avoir été chasseur, Philippe Briot est désormais chassé, notamment par le conseiller régional francilien Nicolas Tardy-Joubert, soutenu par le parti chrétien-démocrate de Jean-Frédéric Poisson, lui aussi proche de la Manif pour tous. Ce candidat classé d'hiver droite pourrait récolter de nombreuses voix dans plusieurs villes où François Fillon est arrivé en tête au premier tour de la présidentielle, comme à Bougival ou Rocancourt. Une concurrence à droite qui pourrait faire les affaires de Béatrice Piron. La candidate de La République En Marche se présente pour la première fois à une élection. Elle espère surfer sur la vague présidentielle et du renouveau pour remporter cette circonscription urbanisée où le chômage ne dépasse pas les 9%. Une première aussi pour la candidate du Front National, Stéphanie de Gonneville. Membre de l'équipe de campagne de Marine Le Pen il y a 5 ans, elle essaiera de faire mieux qu'en 2012 et les 7,1% du FN recueillis sur la circonscription. À gauche, les espoirs sont nombreux. Aussi, le Parti socialiste a réussi à sceller un accord local avec Europe Écologie Les Verts, le Parti radical de gauche et le Parti communiste pour soutenir Nicolas Hue, conseiller municipal des Clés-sous-Bois. Reste à savoir si cette unité de la gauche suffira pour se hisser au second tour de l'élection comme il y a 5 ans. Autre binôme qui souhaite s'immiscer dans cette course à la députation, celui de la France Insoumise et son candidat Alexandre Langlois. Novice en politique, il devrait largement faire mieux que la candidate du Front de gauche en 2012 qui n'avait récolté qu'à peine plus de 2% des voix. Le 11 juin, jour du premier tour de l'élection, près de 85 000 électeurs sont appelés à voter pour départager. Au total, 14 candidats. Le débat du premier tour dans cette 3e circonscription des Yvelines se poursuit. Ce sont à présent 4 nouveaux candidates qui nous ont rejoints. Tout d'abord Thibaut Tournier qui est candidat Debout La France. Bonsoir. Bonsoir. Face à vous, Michel Lavezzari, candidate Nouvelle Donne. Bonsoir. Également Sidi Sako. Bonsoir à vous. Vous représentez 577 pour La France. Et également Jean-Michel Bouiri.
Bienvenue en plateau, candidat de l'UPR. Donc dans cette troisième circonscription, la règle est la même que tout à l'heure. Le temps de parole est chronométré et vous pouvez bien sûr échanger aussi les uns avec les autres au fur et à mesure de cette émission. Le premier tour de table est simple. Pourquoi les électeurs doivent vous faire confiance? On commence avec vous. Alors moi je vais vous donner 5 bonnes raisons de me faire confiance et de voter pour moi. La première chose, à Debout la France, notre priorité c'est de rendre leur fierté aux Français, leur fierté d'être Français et d'en finir avec la repentance mémorielle. La deuxième chose, on va en finir avec l'insécurité et pour ceci en finir avec le laxisme judiciaire. La troisième chose concerne l'économie. Alors qu'Emmanuel Macron est le candidat des multinationales, nous voulons mettre le paquet sur les PME et sur le Made in France. Enfin, le quatrième point concerne la question de l'immigration. Nous voulons mettre terme à l'immigration massive que subit notre pays depuis tant de décennies. Et enfin, le dernier point concerne l'école. Je veux rétablir une école exigeante qui donne le goût de l'effort et en finir avec le nivellement par le bas. On passe à vous, Michel Lavézari, pour Nouvelle Donne. Écoutez, moi je suis novice en politique. Je me suis engagée il n'y a pas très longtemps pour le parti Nouvelle Donne, un parti qui a été créé novembre 2013, donc qui était à l'origine un mouvement citoyen et qui estime qu'il est nécessaire de reprendre la main après 10 années d'échecs. Aucune recette n'a vraiment parlé de l'économie réelle et beaucoup de personnes restent sur le banc. Je voulais signaler aussi que moi je ne coûte pas très cher comme élu potentiel par rapport à la masse représentée par le budget pour par exemple les candidats d'En Marche. Et moi je représente seulement 1 200 € et encore avec pas mal d'argent de ma poche. Je voudrais éviter aussi les écueils que tous ces gens-là représentent pour une évolution de notre société. Je ne veux pas laisser les édiles continuer à confisquer le pouvoir. Et je constate que dans la campagne électorale, les personnes qui se présentent ont beaucoup de suppléants qui eux-mêmes ont été dans la vie politique et continuent à être actifs parce qu'ils ne peuvent pas prétendre un second mandat ou un troisième mandat. On continue ce tour de table avec vous, Sidi Sako. Pourquoi les électeurs doivent vous faire confiance? Alors, les électeurs doivent et peuvent me faire confiance pour la simple et bonne raison que je suis un citoyen comme tout le monde autour de la table, un citoyen qui a développé une expertise durant de nombreuses années, qui a été mise au profit de certains élus, de certaines associations, qui est une expertise sur les politiques d'innovation. Et moi, si je suis à l'Assemblée nationale, ce que je souhaite, c'est regarder tous les textes de loi pour favoriser une politique d'innovation globale et ambitieuse, qui permet de nous accompagner dans notre politique générale pour atteindre des objectifs environnementaux, atteindre des objectifs sociaux et économiques, et puis d'autre part, créer une économie beaucoup plus inclusive que ce qu'elle n'est jusque-là. Et dernier point, c'est que, comme vous l'avez compris, je ne fais pas partie d'un parti politique. Alors ça peut être un tort ou pas. Pour moi, ça me permet d'avoir une indépendance que je mets à profit des électeurs. Je suis là pour la réussite de la France, pas pour la réussite des partis politiques, que ce soit de droite comme de gauche. À partir du moment où il y a une bonne idée, si elle est expérimentée et qu'on arrive à consulter, je défendrai la bonne idée. Donc c'est le sens de mon combat. Jean-Michel Bourri, quel est le sens de votre combat à vous? Oui, moi je représente l'UPR, je suis le candidat sur la 3e circonscription et j'ai rejoint l'UPR en 2014 tout simplement parce que j'ai regardé et écouté les analyses de François Asselineau et j'ai vu que ce parti était constant dans ses propositions et ses analyses étaient claires et précises. L'intérêt que j'ai porté à l'UPR, c'est celui d'apporter ma contribution à la vie publique et d'y apporter de la moralité, plus de justice et une implication personnelle de tous ceux qui font partie de la vie civile. Voilà. On passe à la première thématique qui a été définie, comme lors du premier plateau de ce débat, c'est la réforme du droit du travail. Je rappelle que vous aurez aussi votre carte blanche pour vous exprimer sur le sujet que vous souhaitez. La question du droit du travail, donc sujet prioritaire. Pourquoi nous avons retenu ce sujet? Tout simplement parce que l'objectif pour le nouveau président élu, c'est que les choses aillent vite, que tout soit bouclé le 20 septembre. C'est en tout cas la rumeur qui court. Il y a plusieurs mesures annoncées, fusion des instances représentatives du personnel, accord de branche également pour fixer
c'est le seuil de déclenchement des heures supplémentaires. Voici quelques-unes des mesures qui pourraient être rapidement mises en place du côté de Debout la France. Qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce qu'il faut déjà réformer? Est-ce qu'il faut réformer vite? Est-ce que ce sont de bonnes mesures? Bon, évidemment qu'il y a des choses à faire dans le monde du travail, mais moi je souhaite surtout alerter mes concitoyens sur une mesure d'Emmanuel Macron qui a été peu médiatisée, qui est la discrimination positive à l'embauche. Alors qu'est-ce que c'est? Emmanuel Macron propose que les entreprises aient une prime lorsqu'elles embauchent des habitants de quartiers dits difficiles. Alors on sait tout ce que ça veut dire, ceci. Cela veut dire que les Français de souche vont devenir des citoyens de seconde zone dans leur propre pays. Et cette mesure, je m'engage à la combattre fermement à l'Assemblée nationale. Après, sur l'économie de manière plus générale, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous, ce qui nous importe, ce sont les PME et les petits commerces. Alors qu'Emmanuel Macron est le candidat des multinationales, nous, on va privilégier les PME, puisqu'elles font vivre notre tissu économique, elles ont aussi un rôle social. Une PME, ça ne délocalise pas. Une PME, ça ne cherche pas à faire d'évasion fiscale, et une PME, ça permet aux Français de vivre et travailler au pays. Et donc pour ça, nous, on veut en finir avec tout ce qui pourrit la vie des patrons de PME, c'est-à-dire on veut en finir avec les taxes qui s'abattent sur eux en permanence, en finir avec les normes, en finir avec les contrôles inutiles et incessants qu'ils subissent. Et puis dans les choses récentes, eh bien, on veut en finir avec le prélèvement à la source qui va encore pourrir la vie des patrons, et le compte pénibilité qui est vraiment un casse-tête sans fin pour eux. N'hésitez pas, je vous le disais une dernière fois, de réagir si vous souhaitez rebondir sur certaines choses. Allez-y, justement. Une chose, vous savez, j'aime pas beaucoup l'expression français de souche parce qu'elle veut tout dire et rien dire, et puis elle peut être très... je sais ce que ça veut dire, mais bon, vous comprendrez. Par contre, dans votre imaginaire de Français de souche, vous savez, vous pouvez avoir des Français de toutes les couleurs qui vivent en banlieue. Donc votre premier postulat est un peu un non-sens. Après, le deuxième point, je vais finir. Le deuxième point, alors moi je suis pas dans sa tête, hein, je regarde les textes. Le deuxième point, c'est par rapport aux entreprises. Alors c'est bien de vouloir aider la fiscalité, de vouloir baisser le coût, mais il faut savoir que le coût ne fait pas tout. La compétitivité des entreprises ne se fait pas que par le coût, elle se fait aussi par la valeur. Elle se fait aussi par plus de flexibilité. Quand vous comparez la réglementation en France et la réglementation en Angleterre, par exemple, qui est juste à côté, ce n'est pas du tout la même chose. Et donc vous pouvez davantage vous développer en Angleterre, et des PME, vous n'en connaissez pas visiblement, mais des PME qui délocalisent en Angleterre, il y en a beaucoup. C'est juste une réaction, après j'interviendrai sur le sujet. Des cas particuliers ne font pas des généralités. Jean-Michel Bouéry, de votre côté, sur cette question de réforme du droit du travail. Les réformes, ça fait depuis des années que notre pays réforme. Il faut faire à chaque fois de plus en plus vite, mais on ne se pose jamais et on ne regarde jamais qu'est-ce qui se passe et pourquoi est-ce qu'on est obligé de réformer, entre guillemets. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'État ne peut plus faire grand-chose en matière d'économie. C'est les grandes orientations de politique économique qui décident de l'avenir de tout à chacun. Et je crois que il faut, comment dire, ça ne sert à rien d'aller vite parce qu'on le voit bien, on l'a bien constaté, depuis des années on fait vite. Sous Sarkozy, c'était le président qui voulait réformer vite la France, et puis finalement le résultat, il n'a pas été au rendez-vous. Le problème, c'est qu'il faut voir quelles sont les interactions entre la situation de notre pays et notre appartenance à l'Europe, l'euro, ou pour la politique étrangère à l'OTAN. Donc réformer, oui, on sait que le résultat, il sera médiocre parce qu'on s'attaque aux conséquences et sans jamais traiter les causes. Je pense sincèrement qu'on va faire de nouvelles réformes avec de nouvelles lois. On va y gagner un petit peu, mais de façon générale, on ira toujours vers une augmentation de la pauvreté. Tous les ans, on a plus de 800 000 personnes qui tombent en dessous du seuil de pauvreté. On a de plus en plus de travailleurs pauvres, des entreprises qui délocalisent tous les jours, constamment. Mais ça, il faut savoir pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là aujourd'hui.
Michel Lavezzarizzi, pardon, je repasse. Oui, Voilà, excusez-moi, on mettra dans l'ordre. Veuillez m'excuser. Je voulais revenir avec vous aussi, peut-être aussi sur ce postulat de votre formation. Il faut réinventer le rapport au travail aussi. Et c'est un petit peu ce que vous portez. C'est une réalité, c'est une nécessité. Je rebondis sur ce que vous avez dit et vous-même également. Je me signale simplement qu'on n'a pas une seule fois prononcé le mot de chômeur. Et pourquoi a-t-on autant de chômeurs et pourquoi a-t-on autant de personnes qui sont laissées de côté? Et ce que je peux dire, c'est que tout revient sur la notion de marché, et le marché qui règle tout, et des heures travaillées qui sont toujours constantes, alors que le travail est de moins en moins bien réparti. Donc un travail concentré sur lequel beaucoup de gens se donnent à fond, quitte à faire des AVC, et puis une portion de plus en plus grande de travailleurs précaires. Donc, nouvelle donne, notamment l'idée de Pierre Larouturou, c'est de proposer un partage du temps de travail et une semaine qui n'est pas en soi de 4 jours, mais un équilibre modulable et qui permette aux entreprises de dégager une valeur ajoutée et de l'investir, cette valeur ajoutée, dans l'économie réelle et non pas dans l'économie financière. Sylvie Sakiro, vous souhaitiez revenir encore sur cette question du droit du travail? Oui, s'il vous plaît. Alors, je vais donner mon avis, mon positionnement. Juste, par contre, quand même dire un point, et c'est important que les Français le sachent. Je pense que vous le savez, malgré ce que vous dites. Le travail, l'économie, c'est pas une part de gâteau qui est limitée et qu'on peut se partager. L'économie, c'est quelque chose qui se développe et qui grandit. On prend le cas, j'en parlais avec un taxi, on parlait du cas d'Uber. Et il disait, bah oui, finalement, la part de marché qu'a pris Uber, le chiffre d'affaires que fait Uber en France et toutes les sociétés de VTC, il ne le prend pas directement au taxi. Non, il y a une activité qui s'est développée avec des nouveaux entrants. Donc partager le temps de travail, c'est le meilleur moyen de créer plus de pauvres. Moi, ce n'est pas la solution que je souhaite. À très court terme, mais ça crée davantage de pauvreté par la suite, parce que ça détruit des secteurs d'activité. Mais je vais revenir, parce que sinon je vais grignoter mon temps de parole, sur ce que je pense des pays de la mesure. Alors, il y a une philosophie générale sur ce que fait Emmanuel Macron et sur le député que je veux être. On a vu, le lendemain de l'élection d'Emmanuel Macron, enfin du président de la République, qu'il y a eu dans la rue directement des personnes qui avaient manifesté pour faire blocage à la politique du président, alors qu'il n'y avait même pas de discours, même pas de majorité à l'Assemblée nationale. Moi, ce que je veux, c'est vraiment le meilleur pour le pays. Parce que on vient de passer 15 années où on a eu des présidents, désolés pour eux, mais qui ont mené des politiques qui étaient assez mauvaises. Et là, maintenant, il faut éviter les blocages, mais en même temps, il faut assurer l'intérêt des Français. Les négociations par branche ou les négociations par entreprise, c'est ce qu'il faut, parce que nos entreprises sont en compétition directement avec nos voisins italiens, avec nos voisins allemands, nos voisins anglais. Vous avez pris beaucoup d'avance, plus d'une minute. Je vous interromps pour la suite, si vous souhaitez réagir. Pas pour le moment, non. J'attends Et du côté de Debout la France? Non, juste sur le point, en effet, que le travail n'est pas un gâteau et que l'activité entraîne l'activité. Sur cette thématique, moi, je pourrais rebondir sur les négociations par entreprise. C'est quand même un sujet délicat. Je vais en parler, mais je n'ai pas le temps. Vous grignoterez sur la suite. Non, c'est une négociation qui est menée au sein d'une entreprise. Ça fragilise déjà ceux qui sont au sein de l'entreprise, parce qu'ils ont, même s'il y a des organisations syndicales, ils sont quand même en direct avec l'encadrement de l'entreprise, les responsables, les dirigeants. C'est certainement pas facile à mener, et je ne pense pas qu'il en sortira grand-chose, si ce n'est peut-être quelques accords. Mais sur l'activité, je vois pas. Mais donc votre solution, c'est quoi? C'est de ne rien faire? Non, c'est mieux qu'il y ait des accords de branche, plutôt que des accords qui seraient menés de façon locale par des gens qui sont peut-être syndiqués et qui connaissent le droit du travail, mais qui sont en situation de faiblesse par rapport à l'entreprise. Aujourd'hui, dans la même branche, vous avez des entreprises qui n'ont pas le même modèle économique, qui n'ont pas vraiment la même activité, mais qui sont dans la même branche. Comment est-ce que vous pouvez définir? On veut tout simplifier, mais en réalité, quand vous regardez bien, on est en train de tout compliquer. Alors, on donne de l'autonomie. Est-ce qu'on n'est pas avec le petit bout de la lorgnette? Et est-ce qu'on n'est pas capable de vraiment repenser la structure même du travail, la répartition du travail?
Et je suis un petit peu affolée par votre... Moi, je ne suis pas une politicienne, je ne travaille pas dans une entreprise, je l'ai fait, mais je n'ai pas travaillé très longtemps pour des raisons diverses et variées. Mais quand on parle à Nouvelle Donne du plan 1000 milliards pour le climat, bon, c'est une façon pour les entreprises d'intégrer les nouvelles technologies pour développer les économies pour aménager la consommation de l'énergie. Je ne m'exprime pas très bien, mais c'est ça que je veux dire. Et personne ne parle de remettre vraiment à plat toute cette, comment dire, cette gestion du temps de travail. Il est vraiment mal réparti. Seconde thématique, deuxième thématique, à présent on va parler de sécurité avec les attentats qui se poursuivent régulièrement encore du côté de l'Angleterre. Emmanuel Macron qui prévoit maintenant la création d'une task force à l'Élysée, il en a parlé pendant sa campagne, les choses devraient se préciser rapidement, un dispositif supplémentaire dans la lutte contre le terrorisme et puis il y a aussi l'état d'urgence qui a été une nouvelle fois prolongé. Du côté de Debout la France, quelles propositions vous portez et quel regard vous portez sur les premières annonces du gouvernement ? Alors bon, tout d'abord, il faudrait rappeler que l'insécurité en France n'a pas commencé avec le terrorisme. Ça fait des années que les Français en souffrent. Et pour nous, une des raisons, c'est le laxisme judiciaire. Et celui-ci est aggravé par la surpopulation carcérale. Donc ça, c'est un de mes sujets de préoccupation majeurs. Il faut savoir qu'en France, il y a environ 60 000 places de prison et qu'il y a actuellement plus de 70 000 prisonniers. Ce qui fait qu'énormément de délinquants multirécidivistes sont relâchés dans la nature sans même effectuer de peine de prison. Alors il y a deux solutions. Il y a les États-Unis qui ont choisi de construire toujours plus de prisons et qui en ont tellement construit qu'aujourd'hui, 1% de la population américaine est en prison. Ça, en France, ça représenterait 700 000 personnes en prison, c'est ce qui est dingue, et ça a un coût considérable. Et puis, il y a la solution de la gauche qui consiste à toujours trouver des excuses aux criminels, aux délinquants, et à les relâcher systématiquement parce qu'elle les considère comme des victimes de la société. Nous, à Debout la France, on souhaite revenir sur une chose qui avait été abrogée par Nicolas Sarkozy quand il était ministre de l'Intérieur. C'était ce qu'on appelait à l'époque la double peine. C'était tout simplement qu'un étranger qui avait commis un crime ou un délit était expulsé de France et interdit de territoire après avoir purgé sa peine. Nous, on propose une solution encore plus simple, encore plus économique, c'est que tout étranger ayant commis un crime ou un délit grave en France soit expulsé, interdit de territoire. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a 18% d'étrangers dans les prisons françaises, donc ça libérerait tout de suite 13 000 places de prison. Donc voilà, c'est une mesure de bon sens qui réglerait une grosse partie des problèmes d'insécurité. Si vous souhaitez réagir, oui, absolument. Et vous pensez qu'on est dans l'Europe et vous pensez qu'on est dans le monde avec un raisonnement comme ça ? C'est-à-dire ? Je crois que vous m'avez bien comprise. Vous voulez mettre les étrangers, expulser les étrangers, soi-disant, certains ont commis des crimes, certains sont malhonnêtes, exact. Bien sûr. Mais de là à les virer de nos prisons et de les réexpulser, je ne comprends pas très bien votre logique. Un étranger en France, c'est un invité, donc il a... Ah bon il ne travaille pas en France, ils sont tous invités ? On n'a aucune raison de l'accepter s'il commet un crime ou un délit. À quelles conditions on l'accepte alors ? Un touriste, c'est un étranger. À condition qu'il se comporte bien, tout simplement. Ça forme un mouvement de migration. À condition qu'il se comporte bien, tout simplement. C'est du bon sens. Moi, si je vais à l'étranger, je me comporte bien, c'est tout. Mais vous avez des étrangers qui travaillent et qui participent à notre production. Là, j'ai parlé du problème d'insécurité. Mais cet étranger, vous n'allez pas tous les mettre en prison. Je ne veux pas les mettre en prison. Vous allez augmenter. Écoutez ce que je dis. J'ai dit que les étrangers qui ont commis un crime ou un délit sont expulsés, interdits de territoire. Et selon quels critères ? Vous ne faites pas de confiance à notre justice ? Un crime ou un délit, et comment il est critères jugé ? existent. Comment il est jugé ? Ils n'ont pas le droit de passer devant un tribunal ? Si, bien sûr, justement. Développer un étranger condamné pour un crime ou un délit est expulsé, c'est tout. Et vous l'expulsez où ? Et vous l'expulsez dans son pays d'origine. Et c'est ce qui avait lieu en France jusqu'à ce que Nicolas Sarkozy l'abroge quand il était ministre de l'Intérieur. Et après, ça va faire une grève de terroristes et ça va alimenter dans son village et ça va nous retomber dessus. L'effet boomerang. Tous les criminels et délinquants sont des graines de terroristes, d'après vous. Autant s'en débarrasser. J'aime bien l'argument, mais je le réfute. C'est ce que vous venez de dire. Et je vous arrête tous les deux. Du côté de l'UPR, vous avez une autre approche aussi qui est celle de renouer avec une politique de paix.
Oui, tout à fait. On veut renouer avec une politique de paix et, comment vous dire, je veux quand même revenir sur la question du terrorisme et de la sécurité. Il faut augmenter les moyens de la police, de la justice, de la gendarmerie, des services de renseignement, parce que c'est eux qui font quand même un travail extraordinaire. Il faut savoir que l'état d'urgence qui a été renouvelé 8 fois, non seulement il n'est pas bien appliqué, mais en supplément, il n'a pas apporté ses fruits. Si ce n'est aussi une augmentation des libertés publiques, une diminution, excusez-moi, des libertés publiques. On surveille toute la population, on commence à ficher tout le monde, on rentre dans une société de défiance où finalement tout le monde doit se méfier de tout le monde. La criminologie, ça fait depuis des années qu'elle existe. On sait pertinemment que n'importe qui peut passer à l'acte un jour ou l'autre. C'est ce qui fait peur quand on regarde les choses un peu en profondeur. Les juges, les professionnels de police voient y arriver des criminels devant eux qui viennent de tout horizon de la société civile. Donc, ce problème, on le connaît depuis longtemps. Bon, le terrorisme, c'est autre chose. C'est encore plus compliqué. Il y a une interférence internationale. Bon, c'est pas... Pardon, j'ai pas entendu ce que... Concluez sur votre idée, parce que vous dépassez le temps de parole. Donc allez-y. Non, mais c'est tout. C'est bon. Très bien. Sidi Sako, pardon, c'est à vous. Alors, d'abord, pour revenir sur ce que vous avez dit par rapport à la task force du président de la République, moi je pense qu'il faut être vigilant sur cette task force-là. C'est peut-être quelque chose de très bien, parce qu'il faut une action de coordination dans les opérations qu'on a pu malheureusement avoir, et même dans les actions de surveillance et de prévention. Je dis vigilance parce qu'il ne faut pas que cette task force fasse doublon avec les organisations qui actuellement et qui travaillent pour nous défendre contre le terrorisme. Après, en tant que député, qu'est-ce qu'on peut faire ? On a 3 domaines. Il y a l'action internationale, alors ça c'est du ressort du président de la République. Il y a l'activité de répression en France et l'activité de prévention. Sur l'activité nationale et de répression, désolé, c'est pas un tacle que je vais faire à mon voisin, mais avant de penser aux étrangers qui sont en prison en France, je pense qu'il faut davantage penser aux Français qui vont revenir de théâtres de guerre, notamment de Syrie. Qu'est-ce qu'on fait de ces personnes-là ? Quand c'est des personnes qui ont déclaré, qui ont brûlé leur passeport, déclaré la guerre à la France, il faut avoir une action qui est ferme, pas fermée, mais qui est ferme. C'est-à-dire que si quelqu'un qui a voulu faire la guerre à la France, il faut le juger comme il se doit. Ensuite, sur l'action de répression, on a un état d'urgence. Si je peux me permettre, je transposerai au plan Vigipirate, dans la mesure où il dure, et il risque de durer très longtemps. C'est un état d'urgence qui est utile et nécessaire dans certains domaines, mais qui, dans d'autres domaines, crée une atteinte aux libertés fondamentales. Il y a des personnes qui sont assignées à résidence sans avoir eu un seul jugement. C'est impossible. Vous ne pouvez pas travailler et être assigné à résidence. Mais de l'autre côté, vous ne pouvez pas libérer tout le monde. Donc il faut prendre ce qui est positif dans l'état d'urgence pour le maintenir. Je vais heurter certaines personnes pour le maintenir plus longtemps dans la durée. Et dans ce domaine-là, je pense notamment à ce qu'on peut faire dans la perquisition des données informatiques. Et un dernier point, après je vous laisse. En deux mots. Un dernier point, il y a une action de prévention, et en tant que député, ma réserve parlementaire servira à ça, justement. Parce que l'attachement à la République, il se fait souvent dans les associations, et quel que soit le domaine, et je ferai là-dessus. Vous n'aurez pas de temps pour votre carte blanche, je vous laisse réagir. Allez-y. Je vais signaler que la réserve parlementaire est supprimée, apparemment. Monsieur Bayrou l'a annoncé. Oui, bon, bref. C'est un projet de loi. Je voudrais juste réagir sur l'action internationale qui relève du président. C'est un petit peu méconnaître nos institutions. On a un Parlement. Et malheureusement, je regrette qu'il ne soit pas plus souvent consulté et que nous ayons, par exemple, des actions militaires en Libye dont nous ignorons tout. C'est le président qui décide d'envoyer des forces ou non. Mais nous sommes dans une démocratie, on doit discuter. Mais vous êtes dans une démocratie. Oui, mais le chef des armées, c'est le président de la République. Oui. D'accord, donc, mais tel que vous l'aviez présenté, je m'inquiétais un petit peu. Est-ce qu'il a répondu à votre question ? Oui.
Très bien. On ne peut pas intervenir n'importe où dans le monde sans avoir un mandat des Nations Unies, sinon c'est une guerre illégale que vous êtes On va en voir train de mener. vos temps de parole respectifs et ensuite nous passerons à la carte blanche de chacune, à peu près 1 minute chacun, hein, pour pouvoir vous exprimer sur cette carte blanche et pour réagir aussi à celle des autres si vous le souhaitez. Si on peut voir, donc les chronomètres, vous êtes tous à peu près à 5 minutes, si ce n'est Sidi Sako, vous êtes presque à 6 minutes, un peu plus de 6 minutes même, on va les voir qui vont s'afficher dans un instant. On va commencer avec vous pour Debout la France. Quelle est la carte blanche, le sujet que vous souhaitez mettre en avant le plus dans cette campagne? Voilà, vous êtes tous à peu près plus ou moins à 5 minutes, sauf vous, je vous le disais. Bon, comme je l'ai déjà dit, hein, nous à Debout la France, on souhaite rappeler aux Français quelque chose qu'on ne leur rappelle pas assez souvent, c'est qu'ils peuvent être fiers de leur pays. Ils habitent un pays magnifique, ils ont un héritage considérable, un héritage artistique, culturel, littéraire, scientifique, extrêmement riche. Et cet héritage nous oblige. Il nous oblige d'abord à être dignes de l'assumer et surtout, il nous oblige à le transmettre aux générations futures. Pour ça, on doit en finir avec la repentance mémorielle. Cette repentance qu'Emmanuel Macron entretient lorsqu'il va en Algérie et qu'il déclare que la France est coupable de crimes contre l'humanité. Nous, on en a marre et on n'en veut plus. Cette repentance qui culpabilise nos enfants pour les déposséder de leur identité, eh bien, on veut y mettre un terme et au contraire, on veut leur apprendre à aimer leur histoire qui est belle. Nous devons également cesser la bétonisation de notre pays et l'extension anarchique des zones commerciales qui enlaidissent la France. Et enfin, sur le thème de l'immigration, il y a 2 périls. Tout d'abord, tous ces jeunes Français qui quittent la France parce qu'ils n'y trouvent plus leur place et qu'on n'a pas assez appris à aimer leur pays. Et enfin, l'immigration massive que subit la France, à laquelle il faut mettre un terme, car c'est une catastrophe sur tous les plans, une catastrophe au niveau de la sécurité, une catastrophe pour le niveau scolaire, une catastrophe environnementale, une catastrophe financière et enfin une catastrophe avec le terrorisme qu'on connaît depuis quelques années. Donc pour toutes ces raisons, moi je répète encore une fois que je souhaite redonner leur fierté aux Français et les appeler à faire tout en leur possible pour transmettre cette fierté de leur pays. Une fois de plus, si chacun souhaite s'exprimer sur le sujet ou passer à votre carte blanche, mais je sais que vous avez vu que vous souhaitiez réagir. Malheureusement, je crois que vous êtes une belle machine à fabriquer des clandestins. Et j'en dirai pas plus. Votre carte blanche? Ma carte blanche, elle est justement sur les migrants. Et je voudrais souligner le travail qui a été fait par les associations de bénévoles dans les Yvelines pour l'accueil humain, social, car chacun doit avoir un toit. Et lorsque les gens sont capables, ils essayent d'accompagner les personnes dans les lourdes démarches administratives. Je voudrais également on ne l'a pas mentionné, heureusement, mais je sais que c'est dans le discours ambiant, qu'on parle de gestion de flux migratoires. Ces personnes ne sont pas des marchandises. Il faut respecter la dignité et la liberté de circulation. C'est un principe indéniable qu'il ne faut pas du tout éliminer. Je sais qu'on n'évitera pas cette migration, comme vous dites, je m'adresse particulièrement à vous, dans cet Eldorado que beaucoup croient trouver dans l'Europe. Et je crois que vous avez peur, notamment lorsque vous mentionnez ce qui s'est passé en Algérie, vous avez un problème avec votre conscience, comme beaucoup d'autres Français, et je crois que vous avez peur de vous frotter aux gens qui ont fui la guerre, les tortures, les conditions climatiques qui font qu'ils n'ont plus de travail et qui meurent dans le désert, dans le Sahara, etc. Et j'en parle d'autant plus que je ne l'ai pas fait dans ma présentation. Je ne dis pas pourquoi voter pour moi, mais pourquoi je me présente. Je suis bénévole en responsabilité depuis plusieurs années auprès des migrants et pour le respect de la dignité humaine. Et j'ajoute encore une chose, quand vous dites que beaucoup de jeunes Français partent à l'extérieur parce qu'ils n'aiment pas assez notre pays, c'est malheureusement parce qu'ils aiment leur pays qu'ils n'y trouvent pas de place, qu'ils ne trouvent pas de travail, qu'ils partent mais pour des raisons économiques. Et souvent, ils reviennent. Je vais vous laisser répondre. Voilà, je vous laisse justement répondre puisqu'on s'est adressé plusieurs fois à vous, donc candidat Debout la France qui réagit, et ensuite ce sera à vous. Par rapport à l'accueil des migrants, bien sûr, c'est totalement utopique et ne pas réfléchir à long terme. Il y a plus de 5 milliards d'êtres humains qui ont un niveau de vie inférieur à celui de la France. Est-ce que la France est capable d'accueillir 5 milliards d'êtres humains? Non, ça n'a aucun sens. Donc à un moment, il faut regarder la réalité en face et penser au pays de nos enfants avant de penser aux autres. Sidi Sako, votre carte blanche, vous aurez un petit peu moins de temps.
Si vous voulez avoir du temps de conclusion ensuite. Je vais être très court. Je vais dire ce que je défends. De toute façon, c'est très simple. C'est une politique d'innovation qui est ambitieuse et globale. Si je suis député, je regarderai tous les textes de loi pour favoriser, d'une part, l'innovation française et d'autre part, nous aider à atteindre nos objectifs, que ce soit en agriculture, en santé, en finances publiques, en modernisation de l'État, etc. Sur ce point-là, c'est, je pense, le meilleur moyen de ne pas subir l'innovation. Anticiper une politique, c'est le meilleur moyen de ne pas subir, de ne pas détruire des emplois et de ne pas faire les erreurs qu'on a pu faire pour la mondialisation. Voilà, c'est ma carte blanche. Et je conclurai après. Et on passe à vous pour l'UPR. Oui, pour l'UPR. Le sujet que vous portez, que vous mettez en avant dans cette campagne, que vous souhaitez mettre en avant dans cette campagne. Ce serait la modernisation de la démocratie et de la vie politique. D'une part, avec l'instauration du référendum d'initiative populaire, où 500 000 personnes, en déposant signature en mairie, pourraient demander ce qui est un référendum sur tel ou tel autre sujet. La reconnaissance pleine et entière et révocatoire du vote blanc et l'obligation pour chaque élu d'avoir un casier judiciaire vierge. Et le non-cumul des mandats, on va limiter le cumul à 2 mandats consécutifs. Voilà. Et voilà. Et il est temps de passer à vos conclusions en un mot. Dire sur le 49.3 et le fait que Nouvelle Donne propose que ce soit soumis aux citoyens, des citoyens tirés au sort. Voilà. Ça vous satisfait? Qu'est-ce que vous en pensez de cette proposition? C'est l'occasion d'échanger entre vous aussi, pour les téléspectateurs. Qu'est-ce que j'en pense? Oui, c'est intéressant, mais bon, oui, très bien, mais il faut peut-être aussi limiter l'utilisation du 49.3. Absolument. Il est peut-être utilisé un peu trop souvent pour aller vite, parce qu'il faut aller vite et pas réfléchir souvent, et pas laisser le temps de la réflexion à tout à chacun. On passe à vos conclusions, une trentaine de secondes chacun, puisque vous êtes tous à peu près entre 6 minutes 30 et 7 minutes de temps de parole. Ça va s'afficher pendant que vous commencez à répondre, Sidi Sako. La conclusion est pour vous, 30 à 45 secondes pour conclure ce débat. Voilà les temps qui s'affichent. Alors, en conclusion, j'aimerais dire aux citoyens que je leur offre la possibilité de passer d'une circonscription où on avait une république des partis à une circonscription où on aura une république des citoyens. Avec moi, il n'y aura pas de question de parti politique. J'écouterai tous les citoyens pour défendre leur voix à l'Assemblée nationale en fonction de leurs compétences et des soutiens qu'ils ont dans leur domaine. L'autre point, c'est que je veillerai très particulièrement aux finances publiques. Ça fait 8 ans que je travaille sur cette question-là, en plus des politiques d'innovation et de soutien aux entreprises, parce que l'on regarde la nouvelle manière de travailler ou non, il faut que tout le monde ait un emploi. Même si c'est difficile, voire impossible de l'avoir, il faut que la majorité des citoyens aient un emploi et qu'on arrive à réinverser la tendance de la population active. Jean-Michel Bouéry, oui. Pour l'UPR, votre conclusion? Ma conclusion, il y a énormément de choses à faire en France. Je crois qu'on ne va pas suffisamment en profondeur dans les analyses, on ne regarde pas suffisamment ce qui se passe et on a tendance à aller vite. On est parti dans une course en avant sans aucune réflexion. Donc, et puis en plus, il n'y a pas assez de débats politiques. On ne discute pas suffisamment des questions du bien commun, de la moralisation de la vie politique, de nos actions militaires à gauche et à droite et des conséquences que tout ça peut avoir sur notre quotidien. Il faut, députés et représentants de la nation au sein de l'hémicycle, il faut savoir représenter tout le monde, voir qu'est-ce qui est le mieux pour le bien collectif, et c'est la chose à laquelle je m'attacherai. Votre conclusion à présent? Donc en votant pour moi et pour Debout la France, eh bien, nos concitoyens voteront pour un parti qu'ils savent patriote et qui porte des valeurs de droite, telles que la responsabilité, l'ordre, la liberté et la justice. Et pour vous? Écoutez, on parle de législative, alors moi j'ai envie de dire un petit adage qu'on connaît tous, think global, act local. Et ce n'est pas une perception dépassée, l'action elle est locale, mais toujours avec une bonne compréhension du monde. Et nous souhaitons à Nouvelle Donne poursuivre sur cette voie en nous reposant sur la dynamique des territoires, sur les populations locales, le tissu associatif pour innover, rénover, améliorer, et toujours pour défendre nos libertés
Je n'ai pas la prétention d'illusionner l'électeur et d'occulter les très grandes différences qu'il y a entre candidats professionnels et militants citoyens, mais j'entends, ainsi que Nouvelle Donne évidemment, et au sein de Nouvelle Donne, défendre la biodiversité démocratique, entre guillemets. On en parle beaucoup de biodiversité, et le droit des petites formations comme des grandes de porter ce projet de conception de gouvernement qui soit novatrice et qui fasse évoluer une société dans le bon sens. Merci à tous les quatre d'avoir participé. Merci aux candidats qui étaient présents aussi sur le premier plateau. Les temps de parole qui s'affichent. Le temps que je vous rappelle que le 11 juin, dimanche 11 juin, à partir de 19h30 sur TV Fil 78, vous pourrez suivre la grande soirée des législatives avec les résultats en temps réel sur la première, deuxième, troisième, 10e, 11e et 12e circonscription. Nous jetterons aussi un œil avec nos partenaires de BPM Mantes, radio locale, sur ce qui se passe dans le nord du département. Cette soirée sera aussi diffusée sur Radio Sensation et RVE dans le sud du département. Merci donc encore une fois à vous. Demain à la même heure, c'est Nicolas Kirillovitz qui recevra les candidats de la 10e circonscription. Très belle soirée.